Au sommaire de ce journal, en République démocratique du Congo, plus de 130 millions de dollars pour l'ONATRA, Office national du transport. Lutte contre la pollution marine, la 9e édition du plan Polumar mobilise les acteurs. Ressources animales et halieutiques, le ministre Sidi Temoko Touré à la tribune de Fraternité Matin. Effondrement d'immeubles à Abidjan, un immeuble R+4 a cédé dans la commune d'Adjamé. Nous parlerons également de santé, précisément de la vitamine A. Les enjeux de la distribution communautaire ont été présentés. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition en nous rendant en République démocratique du Congo où l'ONATRA, Office national de transport, fixe un budget de 236 841 dollars américains pour l'année 2024 sous la direction de Martin Lukuza, directeur général. Ce géant des entreprises congolaises est en train de se relever avec des réalisations diverses, notamment la réhabilitation du port de Matadi, principale source de revenus pour l'ONATRA qui compte plus de 9000 employés. Le reportage de Ravaneli Ntumba et Freddy Lumbala. L'Office national de transport de la République démocratique du Congo prévoit un budget de 132 236 841 dollars américains pour l'année 2024. Le budget a donc été approuvé par le conseil d'administration et par le ministère du portefeuille. L'ONATRA, sous la direction de Martin Lukusa, directeur général, est en train de se relever après plusieurs années de léthargie due, entre autres, à la mégestion qu'a connue l'entreprise dans le passé. Disons, le budget d'activité de l'entreprise pour 2024, en termes de produits, c'est-à-dire quoi, des ressources, chiffre d'affaires que l'ONATRA compte réaliser, nous sommes à plus ou moins à 132 236 841 et de charges de plus ou moins 118 millions de dollars, ce qui nous donne une marge de plus ou moins 13 millions de dollars que nous mettons dans le cadre des investissements. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, l'ONATRA se reconstruit un nouvel espoir, non seulement pour plus de 9000 travailleurs à travers le pays, mais aussi pour le reste de la population congolaise. Avec les prévisions budgétaires établies pour cette année, l'on enregistre une nette amélioration comparée à celle de 2023, qui était des 110 millions de dollars, soit une hausse de 28%. Notons que c'est par ses propres fonds que l'ONATRA prend en charge la paie de l'ensemble de son personnel avec une enveloppe de plus de 85% de son budget. Parce que en 2023, nous avons prévu en termes de produits plus ou moins de 110 millions et 110 millions de dollars. Et cette année, 2024, nous avons projeté de réaliser en termes de produits de plus ou moins 132 millions. La gestion orthodoxe des ressources assurée par le directeur général Martin Lukusa a toutefois permis à l'ONATRA d'investir notamment de la réhabilitation de port de Matadi, mais aussi d'autres réalisations dont l'acquisition de canaux rapides pour le transport entre Kinshasa et Brazzaville, des actions saluées par les travailleurs de cette entreprise qui commencent à croire à un avenir meilleur. De retour en Côte d'Ivoire, parlons de lutte contre la pollution marine. Il s'est tenu le jeudi la 9e édition de la simulation de déclenchement du plan Polumar à Assini. Organisé par le CIAPOL, cet exercice est relatif à la remontée d'hydrocarbures suite à la rupture du pipeline reliant le collecteur sous-marin Subsea Manifold à l'unité flottante de production, de stockage et déchargement FPSO signalée par la plateforme pétrolière Petrovor. 38 tonnes de pétrole brut ont été accidentellement déversées dans les eaux marines. Les nappes formées menacent les côtes de Gambassam à Assini. Informées de cet incident de niveau 2, les autorités gouvernementales, locales et de protection de l'environnement doivent prendre des mesures d'urgence.
C'est justement l'importance de l'exercice de simulation du Centre ivoirien anti-pollution pour tester les procédures d'intervention et de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de cette crise. Vu l'ampleur du déversement, le gouvernement ivoirien a immédiatement adressé une mise en demeure de cessation de pollution suivie d'une notification d'amende à la compagnie Petrovor. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire le sinistre. Une cellule est mise en place, l'installation des barrages flottants pour contenir la pollution, ainsi que la mise en œuvre de techniques de traitement et de dépollution afin de garantir une réponse rapide et efficace en cas de situation réelle. Aujourd'hui, le plan Polumar en Côte d'Ivoire est à sa 9e édition. Nous avons déjà fait l'édition de San Pedro, Assini, ça fait la 2e fois. Nous avons fait sur tout le littoral pratiquement pour connaître un peu les difficultés que nous rencontrons sur le littoral ivoirien. Donc je peux dire qu'à la 9e édition, nous avons une bonne connaissance des difficultés que nous pouvons rencontrer sur le littoral. La mise en œuvre de ce plan fait suite au décret numéro 98-42 du 28 janvier 1998 portant organisation du plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et en zone côtière. Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était l'invité des rédactions du quotidien Fraternité Matin. La souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, focus sur le secteur des ressources animales et halieutiques, était le thème de la rencontre au cours de laquelle le ministre a fait l'état des lieux du secteur et présenté les opportunités et les différentes initiatives engagées par le gouvernement ivoirien afin d'être autosuffisant dans ce secteur les années à venir. Amiko Robara et c'était ici. Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était l'invité de la rédaction du groupe Fraternité Matin ce jeudi 13 juin 2024. En présence des journalistes de ce quotidien et ceux venus d'autres médias, cette rencontre était l'occasion pour le ministre de faire un état des lieux du secteur des ressources animales et halieutiques. Des échanges ont porté sur la thématique de la souveraineté alimentaire en lien avec ce secteur. Malheureusement, il est ressorti des échanges que la Côte d'Ivoire dépend principalement des importations. Toutefois, elle pourrait être autosuffisante dans les années à venir grâce aux investissements et projets en cours dans le secteur. Il a également égrené les opportunités qu'offre ce secteur. En effet, sur les besoins nationaux de viande estimés de viande et de lait, de produits halieutiques, la production nationale ne couvre respectivement que 49% pour ce qui concerne les besoins en viande. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, à travers notre département, s'est fixé des objectifs de souveraineté alimentaire en produits animaux et halieutiques. La projection de couverture des besoins de consommation des populations en produits animaux et halieutiques est estimée à 65% en 2026, contre aujourd'hui 26,7% en 2019. Donc l'élevage, la pêche et l'aquaculture, source de création de richesses et de souveraineté alimentaire, sont des secteurs indispensables au développement des communautés. L'opportunité d'investissement découle avec un chiffre d'affaires de près de 225 milliards de francs CFA. Concernant la hausse des prix de la viande et du poisson sur le marché ivoirien, le ministre a évoqué un possible retour à la normale d'ici quelques années avec le recours à des nouvelles techniques, notamment le métissage de bétail importé avec celui de la Côte d'Ivoire pour avoir du bétail amélioré. Pour les poissons également, il est prévu une amélioration de certains facteurs dont la création d'unités de production qui pourraient changer la donne. Pour finir, il a invité les Ivoiriens à s'intéresser et investir dans les ressources animales et halieutiques car c'est un secteur promoteur et le futur café-cacao de la Côte d'Ivoire, a-t-il dit. On l'avait annoncé en titre. Depuis le jeudi 13 juin, la ville d'Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire, vit au rythme des pluies diluviennes avec un lot de dégâts en vie humaine. Ce vendredi, c'est un immeuble R+4 qui s'est littéralement effondré dans la commune d'Adjamé. C'est désormais un épiphénomène en Côte d'Ivoire. Il ne se passe pas de mois, pas de jours sans qu'on annonce un effondrement d'immeubles. Nous en parlons dans l'invité du journal.
Après l'affaissement le 4 juin d'un immeuble dans la commune de la Palmeraie, ce vendredi, sous une pluie battante, c'est un immeuble R+4 en finition qui s'est littéralement écroulé dans la commune d'Adjamé. L'actualité s'interroge. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Joseph Hamon. Il est le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, président, sur notre plateau. Bonsoir et heureux d'être sur votre plateau également. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, président, un écroulement d'immeubles de trop, pourrait-on dire? Que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la construction des immeubles? Alors, je vais paraphraser un de mes confrères qui me rappelait ce matin la chose la plus simple. Il dit, nous avons actuellement le plus beau laboratoire au monde, c'est la pluie. Parce que cette pluie met en évidence un certain nombre de situations dans les constructions en cours, les affaissements, les inondations et autres phénomènes qui peuvent bien se passer. Et nous avons malheureusement 2 cas négatifs d'application de ce constat, celui des 2 derniers bâtiments qui se sont effondrés. Alors, quel est le rôle d'un ingénieur conseil dans la construction d'un logement? Alors, l'ingénieur conseil accompagne l'architecte dans le cadre d'un projet à réaliser. L'architecte a le volet conceptuel et également les prescriptions d'un ouvrage tel que cela est souhaité par le client. Et l'ingénieur va l'aider à poursuivre cette mission dans le cadre de sa réalisation, d'abord en dimensionnant les ouvrages, mais en s'appuyant également sur des études préalables qui auraient été faites par un ingénieur géotechnicien qui travaille dans un laboratoire et qui vont déterminer la qualité du sol, sa portance et permettre à l'ingénieur conseil de pouvoir faire par la suite un dimensionnement du volet structurel depuis les semelles de fondation jusqu'à tous les éléments porteurs de l'édifice. Et c'est la combinaison du travail de l'ingénieur conseil, du laboratoire, mais également d'un bureau de normalisation des risques et de contrôle qui vont permettre à un bâtiment d'arriver en parfait état d'achèvement. D'accord. Est-ce que ces ingénieurs conseils sont suffisamment mis à contribution? Oui et non. Oui, par les architectes lorsqu'ils sont sollicités, et non lorsqu'on ne fait pas appel à eux et qu'on pense qu'on a la science pour pouvoir construire en se démarquant de ce corps de métier. Alors le résultat est qu'on peut penser bien faire, mais dans les faits, on travaille très mal, parce qu'on n'a pas toute la science qui accompagne la réalisation de certains ouvrages, surtout des ouvrages de plusieurs niveaux qui demandent quand même un minimum de connaissances d'ordre technique, mais également un certain nombre de sciences, de calcul, de stabilité et de tous les effets qui peuvent nuire à la bonne tenue du bâtiment. D'accord. Et combien ça coûte l'appel à un ingénieur conseil? Est-ce que ça coûte beaucoup? Pourquoi on ne fait pas appel à eux? La question, j'aimerais bien la poser à tous ceux qui ne font pas appel ni aux architectes, ni aux ingénieurs, ni au bureau de contrôle. Parce que je n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on est prêt à investir plusieurs millions, sinon quelquefois plusieurs centaines de millions, parce que ces ouvrages qui se sont effondrés représentent plusieurs centaines de millions d'investissements. Pourquoi on ne peut pas consacrer une infime partie de cette somme d'investissement à avoir toutes les garanties? Lorsque je vais faire un exemple très simple, lorsque vous achetez un véhicule, vous n'hésitez pas, avant même de prendre les clés chez votre concessionnaire, à aller d'abord chez l'assureur, prendre une police d'assurance et ensuite venir prendre votre véhicule avant de le mettre en circulation. Mais dans le domaine du bâtiment, on arrive à se demander qu'est-ce qui pousse les personnes à dire je vais construire en mettant de côté cette garantie toute simple, toute facile que vous apportent les architectes, les ingénieurs, les laboratoires, les bureaux de contrôle. Je me pose cette question et je crois qu'on va finir à aller demander à des psychologues de nous accompagner dans cette réflexion. Mais ça ne coûte pas cher. Je peux vous garantir, le travail de tous ces corps de métier ne dépasse rarement 10 à 12, 15% au grand maximum. Tout dépend de la complexité de l'ouvrage, de la somme investie. C'est donc dérisoire par rapport à toutes les garanties qui sont apportées sur votre ouvrage par la suite. Et vous, quelles sont les recommandations de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire à ce sujet? On pourrait faire, comme on dit, tout un livre sur les recommandations, mais je vais essayer de m'attarder sur quelques-unes. Nous avons des personnes qui ont été formées, instruites, pour pouvoir vous accompagner, vous, constructeurs, vous, propriétaires d'ouvrages, dans la réalisation de votre rêve, de votre projet. Et ces personnes sont à votre disposition et savent articuler tous les mécanismes nécessaires à leur mise en œuvre. D'abord au niveau de la conception, dans l'évaluation de votre projet,
dans les garanties administratives, parce qu'on va s'assurer que toutes les dispositions d'accompagnement existent, ou sinon, où est-ce qu'il faudrait les chercher pour les trouver et les mettre en application. Et puis ensuite, lors de la réalisation, vous donnez toute la tranquillité. Vous faites votre investissement et ceux qui ont la charge de porter votre projet, eux, vont travailler jour et nuit pour vous donner à la fin un ouvrage qui est conforme à vos désirs et dans le respect de votre budget et des délais que vous avez donnés. Donc c'est autant de choses que nous, architectes, nous disons à tous nos clients, faites-nous confiance. Et comme nous faisons confiance aux ingénieurs, comme nous faisons confiance à tous les autres accompagnateurs de projet, les entreprises, les bureaux de contrôle et autres, et qui nous disent à la fin, nous avons travaillé dans un esprit vraiment de convivialité et vous avez un ouvrage parfaitement bien réalisé. Voilà, le message est clairement dit. Alors, Monsieur Joseph Hamon, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Et alors, nous sommes dans une saison des pluies, les pluies vont toujours continuer. Oui, malheureusement. Et nous touchons du bois pour ne pas être pessimiste, à ce qu'il n'y ait aucun autre effondrement, aucun autre affaissement, et que tout s'arrête. Mais nous avons un environnement aujourd'hui qui est gorgé d'eau. Et cette eau, malheureusement, a un cycle particulier dans le domaine du bâtiment notamment, et qui peut faire encore révéler des malfaçons ou d'autres choses. N'hésitez pas à faire appel à des architectes ou à des ingénieurs pour vous porter des conseils. Le conseil est gratuit dans notre métier et nous sommes prêts à vous apporter toute assistance, tout conseil dans la réalisation. L'Ordre des architectes, en tout cas, est entièrement ouvert et tous les architectes sont prêts à recevoir toute personne qui viendrait vers elle pour demander des avis ou des conseils ou des observations sur l'état de leur bâtiment. On peut encore réparer lorsque c'est possible, mais on doit éviter toute catastrophe à venir. C'est cela. Il faut y croire. Plus d'écroulement d'immeubles en Côte d'Ivoire. C'est notre vœu et je suis sûr que c'est le vœu de tous ceux qui nous écoutent même à ce moment. Bien sûr, bien sûr. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Joseph Hamon. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour cette invitation. Merci. Et nous poursuivons cette édition dans le secteur du palmier à huile. Le semencier français Palmelite, leader en amélioration génétique du palmier à huile, s'est totalement installé à Abidjan. Palmelite a ouvert son bureau ce jeudi 13 juin 2024 aux deux plateaux Makassi dans la commune de Cocody. Une très bonne nouvelle pour les planteurs à la recherche de haute production de régime et les transformateurs en quête d'huile à l'acidité réduite. Retour sur l'ouverture du bureau avec Eunice Bogou et Marie Siri. La société Palmelite SA, fournisseur de semences de palmier à huile, dépose ses valises à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est ici, aux deux plateaux Makassi, dans la commune de Cocody, que Palmelite ouvre désormais ses portes aux producteurs de palmier à huile. Désormais, plus besoin de s'approvisionner à son siège à Montpellier en France. Le bureau d'Abidjan offre toutes les gammes des produits et services délivrés par Palmelite. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de venir participer à cette aventure. Aujourd'hui, nous marquons encore plus notre présence avec l'ouverture d'un bureau officiel et un point de vente, afin de rapprocher encore plus les producteurs des semences Palmelite en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'idée c'est que vraiment les producteurs aient un endroit physique où ils peuvent s'adresser, prendre des conseils agricoles et pouvoir se fournir en semences améliorées. Ici, la société propose des semences destinées à assurer aux exploitations familiales et agro-industrielles des revenus réguliers. Des semences améliorées conformément aux attentes des principaux acteurs de la filière palmier à huile. Je suis venu acheter les produits Palmelite parce que on m'a dit que le rendement était beaucoup plus intéressant par rapport aux revenus que je pouvais avoir. C'est pour ça que je suis venu passer ma commande de 10 hectares. Palmelite, il faut souligner, est l'un des leaders en amélioration génétique sur les 3 continents. Les clients de Palmelite réalisent régulièrement des performances parmi les meilleurs en rendement et teneur en huile. Palmelite a été le premier semencier avec ses alliés à mettre en marché des semences à résistance intermédiaire. À présent, une page sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Digitalisation intelligente, catalyseur de croissance durable pour les entreprises africaines, c'est le thème au menu de la 3e édition du B2B Digital Day. C'est une édition ouverte avec un panel où 4 personnalités d'entreprises ivoiriennes ont partagé les résultats tangibles apportés par le digital à leur business. Le reportage de Mondésir Nascimento. Sébastien Gameni, directeur général de Prudencia Life Insurance SA Côte d'Ivoire, Félicia Djibo, consultante partenaire chez Deloitte, Adama Ouattara, DG de l'AFG Banque Côte d'Ivoire, sur la tribune officielle pour partager leur expérience sur la démarche digitalisation de leur entreprise. L'occasion, la 3e édition du B2B Digital Day. Thème de cette rencontre, digitalisation intelligente, catalyseur de croissance durable pour les entreprises africaines, avec comme modérateur Aïssata Sidibé. Il était question de partager avec les usagers de la digitalisation les expériences avec cet outil des temps modernes. Les férus curieux et aussi les dubitatifs ont été servis à la hauteur de leurs attentes sur notamment les plateformes de paiement, le KYC, la cybersécurité, l'approche client, l'accessibilité des services, les forces, faiblesses et surtout les opportunités qu'offre la digitalisation. Pour Jean-Luc Nyakouri, commissaire général du B2B Digital Day et les officiels, cet événement à tout point de vue est une fenêtre pour se former, échanger, réseauter, mais surtout se mettre au diapason avec l'évolution du monde. L'objectif, c'est d'accélérer la transformation digitale des entreprises. Parce que la transformation digitale reste encore un concept pour plusieurs. Il faut donc démocratiser ce concept et permettre aux entreprises de faire le nécessaire pour se mettre à jour. La digitalisation offre de nombreux avantages. Tout d'abord, la digitalisation permet une meilleure coordination des soins. Grâce aux dossiers médicaux électroniques, les professionnels de la santé peuvent facilement accéder aux informations médicales des patients, ce qui facilite la prise de décision et réduit les risques d'erreurs médicales. À une époque où la technologie redéfinit chaque aspect de nos vies et de nos économies, la digitalisation intelligente se présente comme une clé essentielle pour libérer le potentiel économique et social de notre continent. La 3e édition du B2B Digital Day, c'est aussi des visites de stands où une dizaine d'entreprises sont venues faire valoir leurs services. Ouvrons à présent une page sanitaire dans ce journal. Dans le souci d'améliorer la formation des personnes impliquées dans la prise en charge des troubles de l'autisme, la Fondation Orange a mis à disposition de l'Institut national de la santé publique des cours pour renforcer les capacités des différents publics concernés par ce trouble neurodéveloppemental. Pour ce faire, elle a équipé la salle du centre e-santé de l'INSP en matériel nécessaire pour la réalisation et la formation en présentiel et avec une intervention de spécialistes à distance. Contribuer à l'amélioration de la santé des personnes atteintes d'autisme, c'est le but principal recherché à travers l'inauguration officielle de cette salle de formation équipée par la Fondation Orange Côte d'Ivoire. En son sein seront dispensés désormais des cours en ligne intitulés « Plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme ». L'objectif est de renforcer les capacités des différents publics concernés par l'autisme, un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Donc la Fondation Orange est engagée maintenant depuis 18 années pour l'amélioration des vies des populations dans différents secteurs, principalement la santé et notamment donc sur la question de l'autisme. Et donc dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui donc inauguré une salle de formation toute équipée pour accompagner justement tout le personnel encadrant pour la question de l'autisme. Ça fait suite à un événement qu'on a eu la semaine dernière avec l'Institut national de santé publique, le ministère de la Santé et le centre Marguerite Bonlé. Ce qu'on propose, c'est une formation théorique et une formation pratique, c'est-à-dire des exercices, une mise en pratique de la méthode en fait, pour qu'au sortir de la période prévue pour chaque cohorte, les intervenants ou les familles puissent vraiment à la maison, dans les structures, mettre en place des activités adaptées à la prise en charge de l'autisme.
La disponibilité de cet équipement d'une valeur d'environ 24 700 000 francs CFA, financé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, est une aubaine pour les patients et leurs parents qui peinent à faire face au coût élevé du traitement. Pour rappel, l'autisme touche environ un enfant sur 100 aujourd'hui dans le monde selon l'OMS. Toujours en santé, le directeur de la santé du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé au centre de santé Centre Marie-Thérèse dans la commune d'Adjamé au lancement officiel de la semaine nationale d'intensification de la vaccination compilée à la supplémentation de la vitamine A et de déparasitage. L'objectif pour le gouvernement à travers le ministre en charge de la santé est d'intensifier la lutte contre plusieurs maladies qui attaquent les enfants à bas âge. Cette campagne est prévue du 16 au 22 juin 2024 dans 13 districts sanitaires du pays, nous disent Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba. Et c'est parti pour la semaine nationale d'intensification de la vaccination couplée à la supplémentation de la vitamine A et de déparasitage des enfants en Côte d'Ivoire. Alors que la saison des pluies fait déjà des dégâts, le ministère en charge de la santé veut prévenir les enfants contre les maladies liées au risque diarrhéique, aux mains sales et aux consommations des aliments souillés à travers cette semaine de campagne. Le ministre Pierre Demba a instruit ses différents services de vacciner, dépister et donner aux enfants de la vitamine A. Plus d'1 200 000 enfants sont concernés par cette campagne nationale. C'est 7 jours d'intensification et la routine va prendre le relais. Et les postes de vaccination sont répartis d'abord dans les centres de santé, près de 3500. Ensuite, il y aura des postes avancés, près de 2985 postes avancés. Et ça, c'est pour la vaccination. Pour le déparasitage, pour les vitamines A, les populations doivent rester chez elles et des agents de santé dûment formés iront dans les ménages pour donner le précieux liquide de vitamine A aux enfants, pour ne pas qu'ils soient aveugles, pour qu'ils voient, et déparasiter les enfants gratuitement. Cette campagne de vaccination et de supplémentation en vitamine A concerne les nourrissons de 6 à 59 mois, les enfants de 12 ans et plus. Une volonté pour le gouvernement de booster hors de la Côte d'Ivoire plusieurs maladies, y compris la polio et la Covid. Le professeur Samba Mamadou, en procédant au lancement officiel de cette semaine, a insisté sur le caractère gratuit de la campagne. Chère population, vous ne devez rien payer, vous pouvez vacciner votre enfant, notamment lors des campagnes. Parce qu'il se peut qu'il y ait des agents véreux qui vous demandent de l'argent. Dites que le DG a dit, que le ministre a dit, qu'il n'y a pas d'argent à donner, que c'est gratuit, car l'État et nos partenaires mettent les moyens pour que nous puissions rendre ça gratuit. Ça, c'est un élément important sur lequel le ministre m'a dit d'insister, qui est la gratuité de nos actions, notamment lors de ces campagnes. L'objectif de cette campagne pour les autorités sanitaires est de renforcer la santé publique en offrant une supplémentation en vitamine A aux enfants en Côte d'Ivoire. Ce sont elles les premières victimes des effets néfastes du changement climatique. Les personnes vulnérables, notamment celles en situation de handicap, leur implication dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique est plus que nécessaire. C'est tout l'intérêt de l'atelier de renforcement de capacité que la Convention de la société civile ivoirienne a initié à son siège et qui a mobilisé une vingtaine d'organisations. Tima Traoré, commentaire Eunice Bogou. Dans la dynamique de lutte contre les effets néfastes du changement climatique, les personnes en situation de handicap ont leur mot à dire. C'est ce que veut le projet Benkadi, mis en œuvre depuis 2021 par la Convention de la société civile ivoirienne, CSCI, au bénéfice des personnes vulnérables. Afin de mieux les outiller, la CSCI a initié cet atelier pour renforcer leurs capacités, favoriser leur résilience face aux effets néfastes et reconnaître leurs droits dans la société. Cet atelier vise essentiellement à associer, à impliquer les personnes en situation de handicap dans la politique, dans la lutte contre le changement climatique.
Il s'agit pour nous de donner les compétences et les aptitudes aux personnes qui ne sont pas très souvent impliquées dans les affaires courantes dans les communautés à exercer leurs droits au-delà des activités de renforcement des capacités, aux activités de surveillance du parc, aux réunions communautaires pour prendre des décisions de façon inclusive pour que dans la communauté tout le monde se sente bien. Bon, c'est tout un honneur pour moi parce qu'à travers ce projet, les personnes handicapées se sentent incluses dans tous les projets de vie concernant par exemple le réchauffement climatique et toutes les décisions à prendre. Et le projet Benkadi permet aux handicapés de donner aussi leur avis et de se sentir impliqués dans tout ce qui se passe. Le projet Benkadi, projet de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur les changements climatiques, vise l'atténuation et l'adaptation des populations vulnérables aux effets de l'érosion côtière ou de la dégradation des aires protégées. L'ONG La Bienfaisance et ses partenaires arabes unis Croissant Rouge viennent de soulager 500 enfants du Poro en leur offrant des vêtements pour la fête de Tabaski. L'objectif est de semer la joie dans les cœurs et leur permettre d'être joyeux comme les autres. Le récit de Daouda Ouattara. Ces vêtements étalés sur les strates du centre culturel Womenio de Korogo ne sont pas à vendre, mais à remettre gracieusement et gratuitement à 500 orphelins de la région du Poro par l'ONG La Bienfaisance et son partenaire, Dar El Ber Society, Croissant Rouge. Comme à l'approche de chaque fête de Tabaski, cette ONG remet des dons vestimentaires aux enfants orphelins et vulnérables de la région, afin de leur permettre de fêter dans la joie et dans la l'allégresse, comme tous les autres. Organisation non gouvernementale, apolitique, impartiale et à but non lucratif, qui intervient depuis 11 ans maintenant dans l'objectif d'aider nos populations vulnérables à mieux faire face aux difficultés socio-économiques. J'ai reçu le cadeau de l'ONG La Bienfaisance. Je dis merci à l'ONG La Bienfaisance, qu'Allah met la baraka dans tout ce qu'ils font. D'accord, on est très heureux. On n'avait pas les moyens pour les enfants, pour acheter habits des enfants et ils nous ont fait. Ils ont parlé de leur bilan qui est éloquent, qui parle des résultats probants. Mon intervention, c'est de dire merci. Le bien fondé, c'est que les dons arrivent où il faut qu'ils arrivent. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est à saluer. Notons que l'ONG La Bienfaisance procédera le jour de la fête de Tabaski à la remise de viande de plusieurs moutons et de bœufs à la population de Korogo afin de leur permettre de fêter dans la gaieté et dans la joie. Direction San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler de pêche avec la coopérative Espoir. Récemment, cette coopérative a célébré ses membres pour leurs actions qui visent l'autonomisation de la femme, mais surtout mettre à la disposition des populations des poissons frais et fumés pour l'alimentation. C'était en présence de plusieurs autorités locales. Mon désir Nascimento. Comment poursuivre et accélérer les 250 femmes membres de la coopérative Espoir de San Pedro? Cette problématique a été récemment abordée lors d'une célébration dédiée aux femmes marailleuses de la coopérative Espoir. Devant d'illustres invités, notamment les autorités locales de San Pedro et le parrain, la présidente de la coopérative Espoir, Adon Elo Clarisse, a précisé l'objectif de cette célébration. Quand on se met ensemble, c'est pour se donner des conseils, comment éduquer nos enfants, comment prendre nos maris bien, comment soutenir nos maris et comment aider nos maris à nourrir nos enfants. Cissé Nankaridja, maire de la commune de San Pedro, invité d'honneur, a félicité les marieuses du port de pêche pour les efforts qu'elles accomplissent pour le bien-être des populations de San Pedro. Elle s'est engagée au nom de la mairie à les soutenir. Je voulais féliciter ces braves dames. Ces braves dames qui n'aménagent aucun effort pour être chaque jour au port de pêche, nous vendre du bon poisson. J'ai dit à ces dames-là que je veux dans mon projet de société que les femmes soient des femmes autonomes. Et elles sont un exemple. Ce que je vais dire à cette brave dame, qu'elles peuvent compter
sur la mairie de San Pedro. Mbesso Franck Olivier, chef d'atelier à la GEMACI, a invité les femmes à se mobiliser davantage et rester ensemble pour faire avancer leur business. Les braves femmes dynamiques de cette coopérative ont voulu m'honorer et je suis très fier. Elles ont porté leur choix sur moi pour pouvoir parrainer cette belle cérémonie. Créée en 2017 comme association des femmes du port de pêche, ce creuset prend de l'ampleur et devient Société coopérative Espoir en 2019 et revendique 250 membres. Terminons ce journal en images. En Tanzanie, le gouvernement a entamé les travaux de construction d'un parc industriel dédié à l'anacarde sur un site de 636 hectares. D'un coût total de 7,5 milliards de shillings, soit 2,9 millions de dollars. Ce projet est mis en œuvre par le Conseil de l'anacarde pour accueillir des usines de transformation de noix de cajou en vue de renforcer la création de valeur ajoutée dans la filière. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.